Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Un débat qui opposait Maître Jean de Dieu Momo à Maître Claude Assira a eu lieu dimanche. L'essentiel du débat a porté sur la crise sociopolitique qui prévaut au Cameroun et bien évidemment sur les retombées du grand dialogue national qui vient de s'achever. Le grand dialogue national avait pour objectif de trouver des solutions pour que la paix revienne dans les deux régions du Nord et du Sud-Ouest. Pour Maître Claude Assira, la tenue de grand dialogue était plus que jamais nécessaire pour décrisper la situation. Compte tenu de la tournure que prenait déjà la crise sécessionniste observée dans le nord et le sud-ouest du Cameroun, il était donc urgent que ce grand dialogue national soit convoqué. Précise Maître Jean de Dieu Momo. Écoutons maintenant l'intervention des deux panélistes. Écoutons. Nous allons donc d'abord marquer ce temps d'arrêt pour saluer et accueillir sur ce plateau nos invités. Maître Jean de Dieu Momo, il est donc avocat au barreau du Cameroun. Il est un homme politique en tant qu'il est le président du PADEC. C'est un parti proche du pouvoir, mais surtout, il est membre du gouvernement, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Maître Jean de Dieu Momo, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Afrique Média. Bonsoir, monsieur Albert Patrick Eya. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média, bonsoir à tous mes amis de Douala qui sont à la régie, et tous ceux-là que je connais, ceux de Djamena également. Donc bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde, je suis là pour répondre à cette invitation, plus dans la perspective d'éclairer l'opinion, ayant constaté que un certain nombre d'informations ne sont pas accessibles au grand public, et donc dans la mesure du possible je voudrais éclairer cette opinion sur ce que je sais, sur ce que j'ai découvert, sur ce que j'ai vu, sur ce dont j'ai connaissance, et voilà quoi. Je suis pas dans une perspective autre que celle-là, dans l'apaisement, dans l'explication et je pense dans la paix. C'est la force des arguments et non l'argument de la force qui va prévaloir sur ce plateau. Puisque vous avez parlé de régie, on va, n'est-ce pas, remercier ceux qui s'activent derrière les machines ici, Marie-Pascaline Gonkam et Cyril Mefa, sans oublier tous les autres qui sont du côté de la régie centrale. Maintenant, Maître Claude Assira, avocat au barreau du Cameroun et surtout conseil des leaders et militants du MRC dans le cadre de la crise post-électorale au Cameroun. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir monsieur Albert Patrick Eya et merci de votre invitation. On va donc revenir à l'essentiel. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est ce face-à-face donc entre deux avocats, deux intervenants. Ce soir, nous parlons donc du grand dialogue national qui s'est achevé le 4 octobre dernier. Je voudrais qu'on reparte un peu dans la genèse de cette affaire-là. Le président de la République, dans un discours le 10 septembre, a décidé donc de convoquer ce grand dialogue qui avait pour principal objectif d'étudier les voies et moyens pour que la paix revienne dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Alors, Maître Assira, je voudrais vous poser la première question sur l'opportunité même de ce grand dialogue. Quelle analyse pouvez-vous faire de l'opportunité de ce grand dialogue? Était-il nécessaire absolument pour qu'on arrive à des solutions qui puissent faire revenir la paix dans les deux régions? Quel est le Camerounais qui aujourd'hui va vous dire qu'il n'était pas nécessaire de faire quelque chose dans le contexte qui est le nôtre? Mais les choses étaient faites avant pourtant. Quelles choses étaient faites avant? C'est précisément, vous êtes en train de mettre le doigt sur cette sorte de grande mystification auquel on assiste habituellement de partout, aujourd'hui avec les grands savants qui se découvrent chaque jour une science nouvelle sur les plateaux et autres, qui chaque fois qu'on a crié, on n'a rien fait, ils vous disent que tout va très bien, on crée quelque chose, on vous dit que ça c'est également très très bien, etc. Ils vous disent pratiquement pour la même chose, une chose et son contraire. On nous a indiqué que les anglophones, d'abord dans un premier temps, la crise anglophone n'avait pas de raison d'être évoqué parce que il n'y avait pas de problème anglophone, nous a-t-on dit. Ça a d'abord été le déni total, la délégation au départ. Puis par la suite, on nous a indiqué que les petites solutions, un tout petit peu de saupoudrage
cosmétique qu'on avait imaginé, une commission de bilinguisme, une chambre supplémentaire créée, les NAM réaménagées, etc. C'était largement suffisant pour qu'ils puissent la boucler et puis continuer. Malheureusement, la crise s'est non seulement maintenue, mais en plus elle s'est aggravée. Le pourrissement a continué son effet jusqu'au bout, et puis malheureusement les solutions ont fini par échapper à leur père, étant entendu que la situation elle-même finit par se compliquer. Quand je le dis, je voudrais être extrêmement prudent. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a d'un côté des gens qui sont des saints et d'autres des gens qui sont des démons, mais à un moment donné, lorsque l'histoire doit rétablir la chronologie des choses, on se rend compte qu'il y a quand même eu un certain nombre de petits manquements qui ont conduit à cela, et l'État, tentant de reprendre les choses en main, n'a peut-être pas toujours eu les bonnes solutions, les solutions les plus adaptées, l'armée, les brutalités auxquelles on a pu assister, tout cela a malheureusement entraîné ce climat qui était extrêmement lourd, pesant et délétère. Donc il fallait ce débat. Il était importantissime. Je ne sais pas si c'était la solution qu'il fallait, mais il n'y a personne, je ne connais pas une crise qu'on dénoue d'un claquement de doigts. Vous pouvez reprendre toutes les crises que vous connaissez en Colombie, en Espagne, la situation corse aujourd'hui en France et beaucoup d'autres pays qui sont dans une situation qui est devenue pratiquement chronique aujourd'hui. Mais il était fondamental que quelque chose fût fait, et si vous voulez avoir mon avis, je ne pense pas que ce soit là-dessus qu'on va... Donc on est d'accord sur l'opportunité qu'il y ait eu quelque chose. Vous êtes sur Universal News TV. Quelque chose donc, c'est ce grand dialogue. Alors Maître Jean de Dieu Moumou, le dialogue, Maître Assira pense que c'était une bonne chose, c'est ce qu'il fallait faire. Vous êtes de cet avis? Non, je n'ai pas dit que c'est ce qu'il fallait faire, j'ai dit qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose. Voilà. Et cette chose-là, c'est donc ce grand dialogue. Vous, qu'en pensez-vous? Je crois que, pour prendre une image, le Cameroun est une mosaïque. C'est un ensemble de régions formées par, n'est-ce pas, des communautés disparates. Et comme dans un foyer, si vous sentez qu'un lit, ou les enfants d'un lit, protestent, en langage vulgaire, on pourrait dire, dans une réunion, si un enfant pleure, on s'arrête d'abord pour savoir qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'il a chaud. Et donc, pour traduire ça à l'échelle d'une nation, lorsque les peuples du nord-ouest et du sud-ouest ont protesté sur l'ignorance faite par l'État de leur spécificité propre, et que, allant au-delà de cela, profitant, n'est-ce pas, de la grève des avocats du Nord-Ouest et celle des enseignants, les gens séparatistes se sont engouffrés derrière cela pour créer ce qui est convenu aujourd'hui d'appeler la crise dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest. Et parce que c'est aller dans une guerre de sécession. Il était donc urgent, et le président de la République l'a compris, de convoquer une palabre nationale, le grand dialogue national, une palabre autour de laquelle, près de l'arbre à palabre, chacun a dit ses frustrations. Parce que pour expier le mal, quelquefois c'est important d'en parler. Et donc, ça a été une idée lumineuse que nous puissions tous les protagonistes, tout le peuple, toute la représentativité du peuple camerounais se réunit dans la même salle et nous renvoyer nos propres erreurs et confesser nos péchés et confesser en même temps que nos péchés notre espoir pour un avenir meilleur. Donc cela a été fait et ça a été très très bien fait parce que personnellement j'y ai assisté. J'ai parcouru parce que comme j'appartiens au corps qui propose des lois, parce que nous sommes au ministère de la Justice et nous, le Conseil
du gouvernement, c'est le Conseil de l'État. C'est nous qui initions, n'est-ce pas, les projets de loi du gouvernement. Nous étions là pour capturer cette ambiance et comprendre les aspirations de notre peuple et puis, n'est-ce pas, les transformer en règles qui vont empêcher que notre pays retombe encore à nouveau dans ce triste, n'est-ce pas, désarroi qui nous a marqué. Donc, de ce point de vue, nous devons saluer le chef de l'État. Le débat a lui l'honneur, le président. Pardon? C'est à lui oui, revient... forcément. C'est le chef de l'État, c'est le maître d'orchestre, c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui initie. Et évidemment, nous avons été très heureux de participer à ça. Je vais vous dire une chose. Dans la commission judiciaire à laquelle j'étais, puisque ça a commencé par la grève des avocats, il y avait beaucoup d'avocats venus du nord-ouest et du sud-ouest. Et je pense parmi les avocats qui étaient dans la grève dans ce temps-là, en 2016. Alors, j'ai observé une chose formidable, c'est que ces avocats qui sont entrés le premier jour et qu'ils étaient dans une extrême colère, et dont l'un menaçait à tout moment de prendre la porte, de partir, de claquer la porte, au bout du compte, à la faveur des explications de la personne ressource, j'ai nommé le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, qui était dans la salle, et avec moi y compris le secrétaire d'État en charge de l'administration pénitentiaire, le secrétaire général au ministère, et des personnes ressources que nous avions mis en stand-by. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai observé que les explications que le ministre donnait, ces gens qui étaient en colère ne les avaient pas. Par exemple, le manque de... on avait dit absence de traduction des textes loi en français et en anglais. Le ministre a dit, ben voilà, la traduction a été faite depuis octobre 1999 et publiée en français et en anglais dans le journal officiel. Les gens n'avaient pas lu le journal officiel et c'était donc pas accessible. Donc je ne parle là qu'un seul exemple. Il y a eu plusieurs exemples de ce genre qui ont fait en sorte que les gens qui étaient en colère au départ sont sortis totalement satisfaits. J'ai vu cet avocat qui, à la fin, et qui parlait avec le ministre d'État, Laurent Esso, et lui dit qu'il est complètement satisfait. Donc voilà, c'est la même chose s'est passé dans la commission sur l'éducation. Vous savez que les enseignants étaient les premiers également à faire grève, ce qui a entraîné tout cela. Ils ont donc dans cette commission fini par cerner que sur 10 revendications, 8 avaient été satisfaites par le gouvernement. Et ça, c'était connu par tout le monde. Donc il y a eu un déficit de communication entre le gouvernement et le peuple. Mais ce déficit qui a été, je vais dire, comment on va dire ça, qui a été aggravé par la désinformation d'un certain nombre de communicateurs dans les réseaux sociaux. Et ça, c'est un danger pour nous. Donc, c'est un point positif. Alors, Maître Claude Assira, sur la qualité des participants à ce grand dialogue, là aussi, vous êtes satisfait, près de 1000 personnes, 400 délégués dans les 8 commissions. Est-ce que certains ont pensé que les participants au dialogue avaient été mis dans une sorte de camisole de force, puisque le canevas avait été établi en avance et les sujets avaient été choisis? Je vais peut-être vous décevoir, parce que on ne peut pas avoir été inquiet de l'inertie, la grande inertie que nous avons connue pendant 3 ans, où le président de la République n'évoquait même pas cette crise, il ne se passait rien du tout. L'Assemblée nationale, majoritairement dominée par le RDPC, et ses alliés n'y avaient jamais fait référence, ça n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour, et aujourd'hui, commencer à chipoter, à regarder, à couper les cheveux en 4. On aurait eu cette émission la semaine dernière, je vous aurais dit l'ensemble de mes doutes. Voilà. Aujourd'hui, les rideaux sont tombés là-dessus, et je ne sais pas si nous pensons, ou même confrère avocat, monsieur le ministre et moi, mais je n'ai pas été présent, j'ai quand même échangé avec un certain nombre de personnes qui y étaient et qui m'ont plutôt rapporté
des impressions entièrement favorables. Moi, je pense qu'il faut donner une chance aux solutions qui sont sorties de là. Donc, peu importe aujourd'hui, le casting, est-ce que c'était bien? Est-ce qu'on pouvait faire mieux? On pouvait certainement faire mieux. On peut toujours faire mieux. Mais il n'empêche que ceux qui étaient là, il ne faut pas renier le travail. Moi, j'ai vu des gens qui étaient extrêmement sérieux, qui étaient convaincus, qui étaient compétents. J'ai pas envie, moi, je suis pas un nihiliste. Je veux pas que, à peine les travaux terminés, alors qu'on n'a même pas encore, enfin, on a même déjà commencé à voir un certain nombre de retombées concrètes. Voilà, qu'on commence déjà à se chicaner sur oui, est-ce qu'on n'aurait pas pu, etc. Franchement, je voudrais pas du tout rentrer là-dedans. Je voudrais essayer d'être. Je pense que vos débats sont des débats sérieux. On va essayer de leur maintenir ce sérieux-là. Voilà. Pour moi, pour ma part, je voudrais pouvoir. Je ne veux pas plonger dans l'optimisme béat, mais je veux pas non plus retomber dans les travers habituels des Camerounais de plateau pour vous dire que non, il aurait fallu chipoter sur, etc. On a des choses qui ont été faites, des gens qui y sont rentrés avec un très très grand scepticisme, en sont sortis. Ils venaient d'horizons divers, ils ne se connaissent pas, ils ne peuvent pas s'être coalisés pour le dire, mais ils sont partis de là avec l'espoir que quelque chose est né ce jour-là. Alors pourquoi voulez-vous que nous, aujourd'hui, on dise le contraire? Voilà, peut-être qu'on constate quand même que le SDF a joué un grand rôle, mais que le MRC a été absent lors du grand dialogue, et surtout aussi on a beaucoup parlé de Maître Akeremouna qui a claqué la porte. Est-ce que ça c'est pas quelque part des faits qui sont venus un peu ternir? Non, je ne pense pas que... C'est des non-événements? Écoutez, franchement, vous avez constaté qu'il y avait 1000 personnes. Bon, si les gens viennent avec un autre agenda, et je crois que quand on dit dialogue, c'est quoi? C'est-à-dire, vous dites une chose et je dis une autre. Parfois, on ne dit pas la même chose, je pense, n'est-ce pas? Mais si vous venez pour un monologue, ce n'est plus un dialogue. Un dialogue, justement, c'est un caractère dialectique. Donc, vous ne pouvez pas dire, bon, je viens, mais c'est pour parler uniquement de ça. Si on ne parle pas de ça, je claque la porte et je m'en vais. On n'est plus dans le cadre du dialogue. On est dans le cadre strict d'une dictature. N'est-ce pas? Et non, ce n'était pas le but. C'était pas de faire la dictature. Bon, ce que je veux dire, c'est que le bâtonnier Akeremouna, qui est un grand frère, qui est notre bâtonnier, que je connais très bien, que je fréquente d'ailleurs aussi, puisque je fréquente la famille, a ses raisons, n'est-ce pas, d'avoir claqué la porte. Mais j'ai remarqué que il est sorti par la porte pour rester à la fenêtre parce que chaque jour il ne manquait pas de tweeter sur ce qui s'est passé, et donc il était peut-être pas dans la salle, mais il n'a pas manqué une seule miette de ce qui s'est passé à travers son écran de télévision. Et donc non, il ne faut pas épiloguer pourquoi il est fâché, pourquoi il s'est fâché. Non, je pense que c'est un patriote. Parfois, c'est juste pour attirer l'attention sur ce qu'il avait à dire. Parce que peut-être que le fait qu'il soit parti a amené aussi les congressistes à dire, bon, comme Maître Mouna est parti pour telle raison, parlons-en. Peut-être que ça a contribué, n'est-ce pas, à ce débat. Il y a plusieurs façons de s'exprimer, vous savez. C'est pas simplement en étant présent. Alors, Maître Claude Assira, on a donc vu aussi les ex-combattants qui se sont exprimés parfois avec les larmes aux yeux, et finalement on aboutit à ces recommandations dont certaines ont été rendues publiques, en attendant bien sûr que celui qui a commandé le dialogue puisse les entériner. On parle déjà en premier de cette décentralisation avec un statut particulier pour les deux régions. Cela renvoie à quoi exactement? J'ai pas bien compris le rapport avec les ex-combattants. Non, je voulais d'abord vous demander comment est-ce que vous les avez trouvés dans cette prise de parole. Ils sont venus par vagues successives. Je ne sais pas s'ils étaient ex-combattants, parce que là, encore une fois, moi je veux pouvoir restituer... vous avez des doutes là-dessus? Je n'ai aucun élément me permettant de le corroborer. Ça se trouve, ils étaient... je connais pas leur parcours. On les a présentés comme tels. Oui, ils se sont présentés eux-mêmes aussi. D'accord, mais bon,
Je pourrais vous dire également, dans la même veine, que on a trouvé des liens, plutôt que l'un d'entre eux faisait une peine d'emprisonnement, exécutait une peine d'emprisonnement dans un centre pénitentiaire du pays pour un motif qui n'avait rien à voir avec le combat sur le terrain. Voilà. Donc, du coup, je vous dis, on peut chipoter sur toutes ces choses-là à l'infini, tel a fait, etc., etc. On en parle parce que je pense que ça doit être le canevas de votre émission qui le permet. Je vous ai donné mon élan général, qui est que il y a eu, je crois, une vingtaine de pages sorties de ces travaux-là dans un rapport. On n'a pas encore commencé à voir l'exécution concrète, si ce n'est les manœuvres d'apaisement qui ont été prises jusqu'à présent par le président de la République et dont nous devrions être satisfaits, minimalement, avocats ou citoyens, moi, à ce double titre-là. C'est ça qui est mon élan général. Maintenant, était-il de bon ou pas? Moi, personnellement et humainement, je n'ai de certitude que sur ce que j'ai pu vérifier et authentifier par moi-même. Et dans ce cas, je n'ai pas du tout de certitude particulière. J'espère simplement qu'ils ont pu apporter, quel qu'il soit, qui qu'il soit, qu'ils aient pu apporter une contribution pour permettre de comprendre l'état d'esprit de ceux qui ont choisi de prendre les armes contre leur pays, contre les leurs, contre leurs proches, avec les exactions. Quand on dit exactions, parfois on perd de vue la réalité sur le terrain. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, aujourd'hui, les réseaux sociaux nous apportent dans nos maisons, dans nos cases, la réalité concrète sur le terrain. Et je peux vous dire que cette réalité-là, elle est loin d'être une réalité agréable. Et si ces populations, d'où qu'elles soient, peuvent, par le témoignage de gens qui ont l'expérience de ce que ça peut être que le fait de virer de bord, le fait de tourner dans le mal peut, si leur contribution a servi à ça, honnêtement, je ne leur demanderai pas leur carte d'identité ou leur carte de combattant. Alors le statut particulier des deux régions. Ah oui, très bien. Oui, le statut particulier. Eh bien, on va voir. Moi, je ne sais pas ce que ça va, à quoi ça correspondra exactement comme statut particulier dans la réalité. Bon, honnêtement, j'attends beaucoup. Je vous ai dit, j'attends beaucoup. Il y a beaucoup de choses que nous allons découvrir. Je suppose que j'imagine, je ne suis pas dans le secret des dieux, que dans ce secret particulier, il va y avoir nécessairement des dévolutions. D'abord, j'espère qu'il va y avoir une décentralisation générale sur l'ensemble du pays et que les différences pourront peut-être se faire dans l'attribution des compétences. Et j'imagine que les deux régions en question vont peut-être avoir des attributions de compétences qui vont dépasser les attributions de compétences qui seront dévolues aux 8 autres région du Cameroun. Donc ce n'est que là-dessus que je verrai ce qui peut être particulier, étant entendu que, encore une fois, ce sont des annonces qui nous ont été faites. La mise en œuvre pratique relève à la fois du gouvernant, Monsieur le ministre nous dira peut-être quelque chose, un mot là-dessus, et ensuite l'Assemblée nationale, et les observateurs que nous pouvons être, nous pourrons par la suite ou apporter notre contribution si elle est demandée, ou tout simplement nous contenter de la juger et de la critiquer, comme c'est malheureusement très souvent le cas. Monsieur le ministre, on a parlé aussi de l'insertion. Alors, il ne faut pas laisser passer les histoires d'ex-combattants. Vous voulez revenir là-dessus? On ne peut ne pas. Parce que pour vous, c'était des vrais ex-combattants. Écoutez très très bien. Parce que d'autres ont pensé... Je vous ai dit que ma présence ici, c'était pour apporter la lumière. Oui. Parce que je suis le témoin de l'histoire. J'étais là. Mon confrère Claude Assira n'était pas là. Moi, j'étais là. J'étais membre, je suis un participant. Et donc j'ai vu ces groupes de jeunes gens, plusieurs groupes, il y avait plusieurs groupes. Jusqu'à la dernière journée. Il ne faut pas s'abreuver. Il faut être prudent pour les informations que les réseaux sociaux nous donnent. Il faut vraiment être très prudent parce que quand on parle d'un type qui était en prison, il y a eu un combattant qui a expliqué pourquoi il est tombé en brousse. En disant qu'il avait été arrêté et mis en prison pour rien, dit-il. Et quand il est sorti de la prison, il n'a rien trouvé de mieux que de tomber en brousse avec les autres. Quand il a été libéré, et dans sa colère, il a pris les armes, il est parti en brousse.
Et il a d'ailleurs expliqué que, il étant en brousse, ils faisaient des barrages, ils tuaient les gens, ils faisaient tout ça. Et il avait au moins 2 millions par je crois, pour toutes les semaines. Hein, tout l'argent qu'il ne pouvait pas avoir. Et il posait des questions très claires, très simples. Sur, n'est-ce pas, ce qu'on a appelé la négation de l'anglophone par le francophone. Il disait la CDC était employait beaucoup de francophones et peu d'anglophones. Et que beaucoup de compagnies avaient des dirigeants francophones qui sont dans leur région et peu d'anglophones. Donc il a dit un certain nombre de choses. Je veux vous dire que ces ex-combattants étaient de vrais ex-combattants. Pourquoi? Parce que le deuxième ou troisième jour, je pense, nos gardes-corps ont été interdits d'entrer dans les salles. Pourquoi? Parce que un gendarme, je ne vais pas donner son grade, a remarqué un des ex-combattants. Et il voulait l'abattre parce qu'il disait, c'est celui-là qui a tué mes 2 éléments et il m'a tiré dessus. Il a reconnu le gars qui avait tué ces 2 gars et qui l'avait blessé. Et il voulait l'abattre. Donc il a fallu qu'on l'arrête pour éviter l'esclandre. Puisque le gouvernement avait promis d'assurer la sécurité des gens qui sortaient de la bourse. Et donc du coup on l'a amené et c'est pour ça que on a renforcé la sécurité et interdit aux gens qui portaient des armes d'accéder. Si ceux qui ont été présents ont constaté que tous on rentrait sans armes. Donc voilà. Donc ça c'est pour expliquer ça. Et il faut dire une chose. L'apport de ces gars-là, je ne vais pas revenir sur ce qui les a amenés en brousse, mais leur apport a été déterminant pour la chute des travaux, que ce soit en plénière ou dans les commissions, parce qu'ils se sont exprimés en plénière. Ils ont été vraiment francs. C'est-à-dire, on sentait la sincérité. Ce gars, par exemple, qui a commencé un discours écrit, et puis qui a abandonné et a commencé à parler le fond de son cœur. Nous tous dans la salle, on a apprécié. Tant et si bien que quand le protocole a voulu l'arrêter, mais c'est toute la salle qui lui a dit, mais non, laissez-le parler, on est ici pour s'exprimer. Et donc, voyez-vous, ça a été extrêmement important, le rapport a été important, parce que nous avons compris le cheminement, n'est-ce pas, de l'esprit criminel. Qu'est-ce qui les a amenés à prendre les armes contre la République? Et il y en a qui ont dit, ceci n'absout pas les crimes qui ont été commis. Ceci, c'était dans l'optique d'encourager ceux qui y sont encore à laisser les armes, en voyant que ceux qui sont sortis, n'est-ce pas, un sort, n'est-ce pas, on leur a pas réservé un sort funeste. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Ça a été très bien. Par rapport maintenant au statut particulier, c'était important parce que, voyez-vous, avant l'introduction du colon chez nous, c'était ce qu'on appelait le Cameroun State. Donc on n'était ni francophone ni anglophone. Mais nous ne pouvons pas perdre de vue que depuis 1916, à la fin de la Première Guerre mondiale, que l'Allemagne ayant été vaincue, le Cameroun a été partagé, disons, mis sous tutelle de l'anglais. La Société de Nations. Pas la Société de Nations, aux Anglais et aux Français. Et que chaque... le nord-ouest et le sud-ouest ont évolué politiquement, socialement, différemment de nous. Et qu'ils ont, n'est-ce pas, acquis d'autres modes de fonctionnement. C'est ce qu'on a appelé la spécificité. Et ici, en réalité, notre constitution, la constitution du Cameroun avait prévu ce genre, n'est-ce pas, de statut particulier. Mais sans viser forcément le sud-ouest et le nord-ouest. On a dit que, oui, la revendication du statut particulier du nord-ouest et du sud-ouest est d'autant plus acceptable que c'est prévu, je crois que ça doit être l'article 62. Voilà, 62 alinéa 2 de la Constitution. Article 62 alinéa 2 de la Constitution. Donc c'est bien prévu. Mais, quelle est donc cette particularité qui fait... Quel est le contenu? Oui. Pourquoi? Parce que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest a déséquilibré cette région du pays. Le tissu économique a été totalement détruit. La CDC est complètement tombée.
Quand je dis tout le tissu économique est à terre. Donc, il est important de reconstruire. On ne peut pas reconstruire en continuant avec notre politique de l'équilibre régional, qui consistait à diriger, n'est-ce pas, toutes les régions pareillement. À jouer les équilibristes entre les régions. Oui, ça c'est notre politique, qui est une politique tout à fait à saluer, puisque nous sommes le seul pays en Afrique où vous pouvez trouver 48 villes, où il fait bon vivre, 48 villes. D'autres pays ont choisi l'option de la ville phare, c'est-à-dire la ville capitale comme phare. On engloutit tout l'argent dans la ville capitale. Le Cameroun a choisi d'équilibrer. On peut faire cette politique d'équilibre régional. Il faut donc tenir compte des disparités dans les autres. C'est comme dans le Nord, par exemple, où il sévit, n'est-ce pas, la sous-scolarisation, par exemple. Oui, la sous-scolarisation, il y a eu le Boko Haram également là-bas, mais surtout, il y a eu les inondations, donc les catastrophes naturelles. Ça mérite que, quelquefois, on leur donne un peu plus pour une attention particulière. Oui, c'est ça. Donc, en respect donc n'est-ce pas, de la Constitution de l'article 62 alinéa 2 que l'on fait. Donc, le gouvernement a été plus à l'aise, a été vraiment à l'aise que, n'est-ce pas, les congressistes, et on fait cette proposition parce que dans la politique du chef de l'État, on ne voudrait pas laisser une région s'effondrer pendant que les autres sont plus émergentes. Voilà. Alors, Maître Claude Assira, on va peut-être sortir par vous en vous posant la question de savoir, à la lecture du rapport qui a été présenté par le rapporteur général de ce grand dialogue national, est-ce qu'on peut avoir espoir que les choses redeviennent normales sur le terrain? Est-ce que le message peut passer au niveau de ceux qui entretiennent, n'est-ce pas, cette idée de sécession? Est-ce que ça peut être satisfaisant, vous pensez? Non, je voudrais peut-être corriger d'abord le propos de fin de M. le ministre. C'est pas tellement ambitieux de corriger les propos d'un ministre. Je pense que dites ce que vous avez à dire sans corriger. Voilà. Monsieur le ministre, ici nous sommes des contradicteurs. Oui, il vous a pas sans corriger. Il vous a pas échappé que voilà. Nous sommes contradicteurs. Oui, mais ne corrigez pas. Dites ce que vous avez à dire, ne me corrigez pas. Vous n'êtes pas mon examinateur. J'allais vous dire que... Je trouve ça prétentieux. Et vous voulez dire quelque chose par rapport à ce que... C'est ça l'esprit. Voilà. Dites-le comme ça. Allons-y. Corriger. Et je pense que quand on le comprend... Excellence, on a compris. Tout à fait. Quand on le comprend et qu'on est dans un débat qui est un débat apaisé, comme ça a été annoncé, y compris par M. le ministre lui-même, on ne fait pas du tout de l'esbrouf pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Voilà. Entendons-nous sur des choses qui sont relativement simples. On se parle de façon totalement républicaine et courtoise depuis. Convivial. Tout à fait, convivial. J'ai du mal à comprendre que vous... Non, il n'y a pas de... Il ne trouve pas que c'est un peu péjoratif. Tu vois, c'est moi le coupable maintenant. Non, vous n'êtes pas... Oui, c'est moi le coupable, c'est moi qui suis insulté et c'est moi le coupable. Pas du tout. Mais je m'attendais à ce que mon confrère... Donnez votre point de vue sur la question. Il change, n'est-ce pas, son vocabulaire. Corriger peut-être c'est trop fort. Monsieur le ministre... Voilà, on va retirer, corriger. Le jour... Je ne retire pas. Voilà. Bon, vous dites ce que vous avez à dire sur la question. Corrigez donc. Lorsque j'ai quelque chose à dire, j'aimerais bien pouvoir avoir le droit de le dire. Voilà, dites-le donc. Avec moi, il a un point dans son propos qui ne vous a pas convaincu, satisfait. Qu'est-ce que vous pensez? Je ne pense pas que la politique du président de la République soit celle qui s'applique effectivement aujourd'hui. Je pense, il m'a semblé qu'il devait peut-être s'agir de ce que prévoit pour l'avenir l'orientation de la future politique dans la mesure où on va accorder, parce que jusqu'à ce jour, j'ai pas eu le sentiment que ces deux régions avaient bénéficié d'un régime particulier. On a essayé de faire du rattrapage par les différentes décisions que j'ai signalées tout à l'heure dans ma première prise de parole sur cette question. Et donc, par conséquent, il faut que nous puissions être aussi humbles et modestes et ne pas tout mettre forcément sur le chef de l'État, même pour ce qui n'a pas encore pu être fait à ce jour. Ça viendra certainement, et je pense qu'il va le mettre, il nous l'a dit avec des accents qui me parlent, moi, comme accent de sincérité. Je n'ai pas, je veux peut-être
peut-être le croire entièrement, parce que je suis dans l'attente, dans l'espoir de ce que quelque chose doit changer. Donc je veux bien croire que le propos du président de la République, bien que par ailleurs il y ait eu des promesses, des engagements pris avec... Et la série sur le gâteau, les 333 libérés. Non, vous voyez que parfois quand vous anticipez sur la pensée, vous pouvez faire... Voilà, allez-y. Voilà. Je voulais juste indiquer que bien que parfois on ait été déçu par un certain nombre de promesses qui avaient été faites avec les mêmes éléments de sincérité, je ne sais pas pourquoi. Est-ce peut-être la naïveté normale, puérile, infantile qui m'y pousse, mais j'ai envie de croire que cette fois-ci, ça va effectivement être fait. Et je crois que sur ce cas particulier, les anglophones avaient effectivement, vous avez compris que je simplifie. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ces deux régions avaient besoin de spécificité et il est important qu'on puisse leur redonner. Parce que cette crise, quoi qu'on dise, je ne pense pas, au fond de moi, tel que moi je la vis auprès de proches, de gens qui en sont originaires, tout comme de ceux qui ont pu éventuellement nous approcher à l'occasion des procès, puisqu'il y a eu 3 procès consécutifs au cours desquels le tribunal militaire a eu à se prononcer sur les conséquences de cette crise-là. J'ai comme le sentiment que cette crise a plutôt été une crise du mal-être. Ils ont exprimé, malheureusement, ça a dépassé pour beaucoup avec beaucoup de violence. Tout à fait. La revendication de départ. Mais cette crise était partie sur un mal-être. Et je crois que si on leur redonne ce qu'ils croyaient avoir perdu, s'ils peuvent à nouveau avoir confiance dans la République, s'ils peuvent avoir confiance dans les personnes qu'ils vont pouvoir diriger, parce qu'ils vont pouvoir s'y identifier, ils vont retrouver dedans, il va y avoir cet élan de responsabilité, cette justice sociale qui nous fait tant de défauts parfois. J'ai comme le sentiment que ça va peut-être leur parler et qu'on va pouvoir rattraper un certain nombre de brebis perdues. Je crois que je vous l'ai dit de façon incidente, j'ai bon espoir qu'il va se passer quelque chose. Alors, de positif. Excellence, monsieur le ministre, avant de passer la parole à Fred et aux téléspectateurs, la crainte qui semble être partagée aujourd'hui, et c'est pour cela que beaucoup de personnes font un parallèle entre le grand dialogue national et la tripartite, c'est au niveau de l'implémentation justement des recommandations. Est-ce que le gouvernement pourrait apporter, n'est-ce pas, des garanties que cette fois-ci, puisqu'il s'agit de régler un problème précis et pressant, que ces recommandations vont effectivement être appliquées? Est-ce qu'on Vous êtes sur Universal News TV. peut aller dans ce sens-là, monsieur le ministre? Tout à fait. Ce serait un tort, un véritable tort, de réduire ce qui s'est passé à une tripartite. Du moins au niveau de l'application des recommandations. Rien. Voyez-vous, nous sommes victimes d'une guerre de sécession. Ça n'a rien à voir avec ce qui a provoqué la tripartite. Et donc c'est autrement plus sérieux. Et je puis vous dire que dans l'agenda du chef de l'État, il veut accélérer les choses. Parce que son intention profonde, c'est de laisser un pays apaisé entre des mains des Camerounais qui se comprennent et qui se parlent, et non entre des mains d'Espagnols, et éviter que les étrangers se mêlent de nos affaires. Donc la volonté profonde du chef, c'est de laisser un État sauvé qui appartienne aux Camerounais et à tous les Camerounais de toutes les obédiences politiques, et qui puissent se parler comme nous nous sommes parlés au Palais des Congrès pour construire ensemble cette mosaïque qu'il veut mettre. Donc, il faut éviter ces craintes-là. D'abord, la spécificité ouest, qui a d'ailleurs rencontré, n'est-ce pas, le désir profond des autres peuples. Et c'est le ministre René Zenguele qui l'a exprimé en premier. C'est que les chefs du Nord-Ouest veulent une House of Chiefs, comme la Chambre des Lords en Angleterre. Parce que à cette époque-là, quand les Anglais contrôlaient le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, et le Premier ministre nous a prescrit de ne plus parler d'anglophones et de francophones, mais de Nord-Ouest et du Sud-Ouest, des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest,
Ces populations du Nord-Ouest bénéficiaient, donc du Sud-Ouest bénéficiaient donc de la House of Chiefs. Et je vais vous dire pourquoi c'est intéressant et pourquoi les autres chefs ont adopté. Chez nous, dans notre village, en général, c'est nous qui faisons les routes, c'est nous qui créons les routes, parfois les écoles. Avant maintenant d'appeler l'État au secours. Parce que c'est nous qui décidons que on va tracer une route ici pour faire les lots aux enfants, pour que les enfants puissent habiter. Les exploiter, se construire et tout le reste. Et donc quand on a fait comme ça, effectivement, la mairie vient maintenant donner son coup de pouce. Mais il n'empêche que pratiquement toutes les routes de mon village ont été construites à la main. Et donc sous la houlette du chef du village, qui décline ses responsabilités au chef de quartier, etc. Donc, effectivement, la mise en place d'une House of Law. À côté, bien entendu, de la mairie, qui est, n'est-ce pas, une institution de la démocratie, pourra également fonctionner avec une House of Law qui on pourra... Et on parle aussi de l'élection des gouverneurs locaux. Oui, vous, c'est le cas dans le cadre de la décentralisation. Et ça, c'était une commission, je crois, la commission 8, qui a été très qui a beaucoup fait parler d'elle. Qui a beaucoup fait parler d'elle. Et pourquoi? Parce que dans cette commission-là, où on parle de la décentralisation comme étant le remède, je suis conseiller municipal, moi, à Douala 5e, et j'ai parlé avec d'autres conseillers municipaux. Le fait est que rarement vous trouverez une mairie qui a fait le plein de son budget. Vous savez qu'en début d'année, nous enseignons pour voter un budget. On peut dire, bon, on va dire, on vote 5 milliards. On compte sur les marchés, les taxes, tout ce qu'on va recouvrer. Mais à la fin de l'année, c'est à peine si on a recouvré 1 milliard ou 2 milliards. Et donc, du coup, le préfet disait toujours, je me souviens ce que le préfet disait autrefois, mais soyez réaliste, faites un budget réaliste. Ne faites pas un budget que vous n'avez pas atteint. Pourquoi? Parce que il y a un manque d'engouement pour recouvrir les taxes. Ici, pourquoi c'est intéressant? C'est que les gens veulent la décentralisation totale en comptant sur les moyens qui vont venir de Yaoundé. En accusant les délégués du gouvernement de prendre tout l'argent et de ne rien leur donner. Bon, évidemment, parce que l'argent qui vient de Yaoundé, qui vient donc du budget national, va aux délégués du gouvernement. Il n'y a pas les délégués du gouvernement partout. Il n'y a que dans quelques villes, dans quelques grandes villes. Donc vous voyez là où c'est la dispute se trouve au niveau de l'argent qu'on va apporter. Mais il faut que vous soyez déjà capable d'aller prendre l'argent où il se trouve. Vous-même. Et nous sommes souvent incapables de le faire. D'ailleurs, j'ai même vu des gens qui ont cédé ça à des entreprises de recouvrement. Donc, il faut pas simplement... Je ne pense pas que ce sera un remède magique. Si nous-mêmes, nous ne changeons pas. C'est-à-dire que si nous-mêmes, nous n'implémentons pas la politique du chef de l'État. Je suis d'accord avec Assira là-dessus. Voilà. C'est que, oui, le chef de l'État a la volonté de faire. Mais nous, qu'est-ce que nous allons faire? Moi, maire, qu'est-ce que je ferai? Moi, je vais rester attendre qu'on me donne l'argent de Yaoundé, ou est-ce que, bon, moi, citoyen, qui critique le trou sur la chaussée, est-ce que je paye mes impôts avant de créer, de critiquer? Voilà. Ou est-ce que je veux que l'État prenne l'argent pour fermer le trou sur la chaussée? Donc, il faut que nous soyons responsables. C'est ça que le président de la République dit. Le pays que je vais vous laisser, vous devez être capable de le porter et de le conduire là où vous voulez, sur des cimes. Et c'est ça qui est important. Donc, le changement commence par chacun d'entre nous. Et sur ce point de vue, je remercie les partisans de cette commission qui ont fait rejaillir à tout le monde. Vous savez que c'est une commission difficile, que les premiers jours, tout le monde a frappé la porte pour sortir. Voilà. Et il a fallu Akame Fumo pour calmer les gens et leur dire ce qui c'est. C'est pour ça que je dis que les anciens, là, quelquefois, ils ont l'information et nous autres, les jeunes, nous ne l'avons pas. Le peuple ne l'a pas. Il faut partager cette information. Comme M. Akame Fumo l'a fait à la commission brûlante
de décentralisation. C'est exactement ce que le ministre d'État Laurent Esso a fait dans la commission judiciaire et tout le monde s'est calmé. Voilà. Pourquoi? Parce que l'absence d'information exaspère les gens et les met en colère. Ils pensent qu'ils ont raison alors qu'une petite explication suffit à calmer tout le monde. Ok, on va donc marquer cette première halte, le temps. Il faut saluer le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour avoir convoqué ce grand dialogue national. Tous les Camerounais sont unanimes sur cette position. Le dialogue en lui-même s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Les propositions issues de ce grand dialogue national vont désormais rythmer l'évolution sociopolitique du Cameroun. Ici, Daniel Sophie, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.